Tout d'abord, je voudrais remercier les membres de l'Académie pour déjà l'organisation de cette journée, l'existence de ce prix et également pour nous l'avoir attribué. Je voudrais également commencer par remercier les instances qui nous ont soutenus, parce que la recherche actuellement a des problèmes de financement assez importants, donc c'est important d'avoir des soutiens, notamment le programme ATIP Avenir qui a permis de développer l'équipe, le programme Émergence de la ville de Paris qui est un très très fort soutien pour mon équipe, le LabEx MemoLife qui a permis de financer la fin de thèse de Gaëtan et donc la fin de ce projet, et surtout le SPCI à Paris qui est un très fort soutien. Donc je travaille et l'équipe travaille principalement sur le lien entre le sommeil et la mémoire. Donc le sommeil est extrêmement important pour de nombreuses fonctions. Et là où on a le mieux compris les mécanismes par lesquels le sommeil a des effets bénéfiques, c'est la mémoire. Notamment, on sait par exemple que le sommeil va améliorer l'apprentissage. Donc si on apprend quelque chose et qu'on dort juste après, cet apprentissage se fait mieux. Si on fait une privation de sommeil après un apprentissage, on induit des déficits. Et enfin, un apprentissage va lui-même modifier le sommeil. Là où on a le mieux compris les mécanismes fins au niveau neuronal de cet effet bénéfique, c'est dans l'étude de la navigation spatiale, donc de la mémoire spatiale, en particulier chez le rongeur. Et la raison, c'est que lorsqu'on enregistre dans la structure qui est impliquée dans la mémoire, donc l'hippocampe, chez le rongeur, on enregistre l'activité des neurones et on s'aperçoit que les neurones se comportent comme ce qu'on appelle des cellules de lieu. C'est-à-dire que lorsque l'animal se déplace dans un environnement, il y a des neurones qui déchargent uniquement quand l'animal se trouve dans un endroit de cet environnement. Et donc on représente ces cartes qui représentent le taux de décharge du neurone. Donc par exemple ici, l'animal se déplace partout et ce neurone particulier est actif quand l'animal se trouve ici dans l'environnement. Et cet autre neurone est actif quand l'animal est au centre de l'environnement. L'ensemble de cette activité permet d'avoir une espèce de carte mentale dans laquelle l'animal se déplace pour naviguer, retrouver son chemin. Et en fait, uniquement en regardant l'activité neuronale sur l'écran de l'ordinateur, on est capable de savoir très précisément où se trouve l'animal dans l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit par exemple ces neurones actifs et ce neurone inactif, on est quasiment sûr que l'animal se trouve au centre de l'environnement. Et ce qui était intéressant, c'est que les chercheurs ont fait exactement la même chose chez un animal qui dormait, et on voyait l'activité de ces neurones s'activer sur des séquences comme si l'animal rêvait certaines trajectoires. Pour le regarder de façon plus spécifique, on peut placer l'animal dans un petit couloir. On enregistre différentes cellules de lieu, et quand l'animal fait cette trajectoire, on a une première cellule qui s'active, puis une seconde cellule, puis une troisième, etc. Et cette activité s'observe pendant des oscillations dans l'hippocampe entre 4 et 10 Hz, ce qu'on appelle rythme θ. Si on fait dormir l'animal juste après cette exploration, on voit que l'activité globale de l'hippocampe change complètement, mais on voit que ces neurones, 1, 2, 3, 4, se réactivent exactement dans le même ordre que lors de l'exploration. Et ces réactivations se font au moment d'oscillations rapides qu'on appelle ripples, qui sont des oscillations très très courtes à très haute fréquence, donc à 200 Hz. Et l'hypothèse, c'est que l'activité observée pendant l'éveil est rejouée pendant le sommeil, et que le fait de rejouer les informations pendant le sommeil agit comme la répétition dans un apprentissage classique. Et plus on répète, mieux on apprend. Donc ces observations sont cohérentes avec l'hypothèse que je viens d'écrire, mais ce qui est très important, c'est que ce n'est basé que sur des corrélations. Or, il est très important de faire le lien entre corrélation et causalité. C'était d'ailleurs l'objet d'un colloque à l'Académie des sciences le mois dernier. Et la problématique, lorsque l'on fait des neurosciences intégratives, c'est d'essayer d'adresser cette question de la causalité. Une première approche, c'est par exemple de pouvoir supprimer les réactivations pendant le sommeil.
Techniquement, ce n'est pas faisable, parce que pour les supprimer, il faut les observer. Donc on avait, il y a quelques années, supprimé l'activité de tout l'hippocampe uniquement au moment des ripples. Et en effet, ça supprimait l'apprentissage. Mais supprimer ces événements, ça montre que cette activité est nécessaire, mais pas forcément suffisante. Donc pour résumer et le placer dans un cadre expérimental que l'on peut étudier chez la souris, ce que l'on réalise en règle générale, c'est un apprentissage qui consiste à une association entre un lieu particulier et une récompense. Donc on place la souris dans un labyrinthe et on met une récompense à un endroit. Cette association permet la création d'une mémoire qui est fragile au début, et on a besoin des réactivations du sommeil pour avoir une mémoire stabilisée. Donc ce qu'on avait démontré, c'est qu'on avait besoin des ripples, mais on n'avait pas pu poser la question directement des réactivations. L'autre problème, encore une fois, c'est si on a montré la nécessité, on n'a pas montré la suffisance. Et une des questions que l'on a, c'est par exemple, je suis ici dans cette pièce, toutes les cellules de lieu de cet endroit sont actives. Et la question qu'on aimerait se poser, c'est lorsque je suis ici et qu'une cellule de lieu, par exemple à cet endroit-là, décharge, comment je peux démontrer que je suis en train de penser à cet endroit-là? Est-ce que je peux étudier chez la souris les trajectoires mentales qui permettent d'estimer les conséquences futures d'une action? Une autre façon de poser cette question, c'est comment démontrer que lorsque les neurones, les cellules de lieu déchargent pendant le sommeil, comment démontrer qu'elles continuent de contenir une information spatiale? C'est la question à laquelle on a essayé de répondre. Et pour y répondre, on a essayé d'utiliser une autre approche. Au lieu de supprimer la mémoire pendant le sommeil, on a essayé d'utiliser l'activité des cellules de lieu pendant le sommeil pour créer une nouvelle association artificielle, cette fois, pour vraiment démontrer que si on associe une récompense quand la cellule de lieu d'un lieu particulier est active pendant le sommeil, si on crée une association de récompense, alors ça démontrera que l'activité du neurone représente bien l'information spatiale dans l'espace physique. Donc ça va être présenté par Gaëtan Delavilléon et cette étude a été co-réalisée par Gaëtan Delavilléon et Marie Lacroix, que je remercie vivement. Merci. Bonjour, brièvement, je voudrais me joindre aux remerciements de Karim Benchenan pour les membres de l'Académie des sciences de nous avoir fait l'honneur de venir présenter nos résultats ici. Donc, comme Karim l'avait dit, notre objectif était de créer une association artificielle entre un lieu et une récompense uniquement pendant le sommeil, donc sans que l'animal puisse vivre réellement cette association. Pour le faire, on s'est basé sur une technique relativement récente en neurosciences qui repose sur ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Par celle-ci, on peut donc tout d'abord mesurer l'activité cérébrale chez l'homme, nous on l'a fait chez le rongeur, et de cette activité cérébrale, on va extraire par un traitement et une analyse en temps réel une information caractéristique. Une fois cette information extraite, on va pouvoir exécuter une commande que l'on choisira préalablement, qui va pouvoir être retournée au sujet et que celui-ci va pouvoir percevoir. Dans notre cas, on a donc développé une interface cerveau-machine qui permettrait un couplage entre un lieu et une récompense. Pour ce qui est de la récompense, puisque nous souhaitions la donner pendant le sommeil, nous avons choisi d'utiliser des stimulations du faisceau médian prosencéphalique qui est impliqué dans tous les processus de récompense. Ainsi, à chaque fois qu'on va stimuler électriquement cette zone, l'animal va recevoir une sensation de plaisir. Si on se replace dans le cadre de navigation spatiale, lorsque l'animal navigue par exemple dans cet environnement circulaire, on pourrait choisir que dès qu'on observe que l'animal rentre dans l'intérieur, dans le centre de cet environnement, on lui donnerait des stimulations électriques. L'animal devrait donc naturellement rester à cet endroit pour s'auto-stimuler et continuer à recevoir ses récompenses. D'un autre côté, il nous fallait également une information spatiale. Pour ça, on a donc choisi d'enregistrer les cellules de lieu hippocampiques, dont Karim vous a parlé, par des enregistrements intracérébraux. Et par le couplage de ces deux informations, il nous devenait donc possible d'associer cette fois les stimulations de récompense uniquement à l'activité d'un neurone, sans regarder où est-ce que l'animal se retrouvait, et donc possiblement d'exécuter cette tâche durant le sommeil. Plus précisément, ce que nous avons fait, c'est donc une boucle fermée qui nous permet d'une part d'enregistrer l'activité neuronale au sein de l'hippocampe,
Donc vous pouvez voir les potentiels d'action ici en vert qui correspondent à l'activité d'une cellule, une cellule de lieu dans notre cas, de détecter chacun de ces potentiels d'action par un simple seuil sur une de nos voies d'enregistrement et de déclencher dans un délai de moins de 2 millisecondes une stimulation de récompense. Grâce à cette interface cerveau-machine, nous avons dans un premier temps voulu la tester dans le cadre de l'éveil. Et ainsi, l'objectif était par exemple d'utiliser cette cellule de lieu, durant une période de navigation spatiale, d'utiliser chaque potentiel de cette cellule de lieu, donc au centre de l'environnement, et d'y associer une stimulation de récompense, afin de voir si cela allait créer une préférence de place, c'est-à-dire que l'animal allait apprendre que cet endroit, le centre de l'environnement, était meilleur que les autres parties de l'environnement. Donc ici sont présentés les premiers résultats sur un des animaux. Vous avez sur la gauche le champ de lieu de la cellule utilisée. C'est-à-dire que pour ce neurone, à chaque fois que l'animal rentre en bas à gauche de l'environnement, le neurone est actif. Dans un premier temps, nous devions de quantifier l'exploration basale de l'environnement par l'animal. Ici, sur le code couleur que vous voyez en noir et en jaune, les parties représentées en noir correspondent à des zones où l'animal va très peu aller. A l'inverse, les jaunes en jaune ou en rouge ici correspondent aux endroits que préfère l'animal et où il va aller majoritairement. Une fois que l'exploration basale était quantifiée, durant 15 minutes, nous associons chaque potentiel d'action de la cellule à une stimulation de récompense. Et vous pouvez voir ici que durant cette période, l'animal va automatiquement modifier son comportement afin de rester dans cette zone et donc d'y recevoir les stimulations de récompense. Lorsque par la suite on enlève l'animal de l'environnement, qu'on le réintroduit, mais cette fois sans envoyer aucune stimulation de récompense, on a pu observer que l'animal continuait à se rendre dans le champ de lieu de la cellule. Ce qui nous a permis de montrer qu'il avait bien gardé un souvenir, qu'une mémoire s'était créée de cette association entre un lieu et une récompense. Il existe différents moyens de quantifier cette préférence de lieu. Nous avons choisi de montrer ici le temps passé dans le champ de lieu avant et après la période d'association. Vous pouvez voir que ce temps, pour chacun des animaux utilisés, est fortement augmenté. En moyenne, l'animal passait, après la période d'association, 5 fois plus de temps qu'avant celle-ci dans le champ de lieu. Cette première partie de l'étude nous a permis de valider le fait que notre interface cerveau-machine nous permettait de créer une préférence de lieu en se basant uniquement sur l'activité d'une cellule de lieu. Une fois cette partie validée, nous sommes intéressés aux réactivations supposées durant le sommeil. C'est-à-dire que cette fois, nous allons associer uniquement durant le sommeil chaque potentiel d'action de cette cellule de lieu, par exemple, à une stimulation de récompense, pour voir si, au réveil, une préférence de lieu va également être créée pour cette partie de l'environnement. Ce qui nous permettrait également de voir si, durant que l'animal dort, les potentiels d'action correspondent bien à une réactivation de l'information qui avait été vécue pendant l'éveil. Ici sont présentés les premiers résultats pour un animal. Vous voyez la cellule de lieu qu'on a utilisée, qui s'active lorsque l'animal est en haut de l'environnement. On quantifie de la même manière l'exploration basale, qui est relativement homogène. Puis, durant 1 heure de sommeil, chaque potentiel d'action de cette cellule de lieu va déclencher une stimulation de récompense, sans que celle-ci ne réveille l'animal. Et après 1 heure de sommeil naturel, nous avons réveillé l'animal, l'avons réintroduit dans l'environnement, et avons pu observer que, comme durant l'éveil, l'animal va se rendre et passer plus de temps dans le champ de lieu de la cellule que dans le reste de l'environnement. Nous avons réalisé cette étude sur 5 animaux et vous pouvez voir que sur chacun d'entre eux, l'exploration après la période de sommeil correspond fortement à la carte d'activité de la cellule utilisée. C'est-à-dire que pour chaque animal, lorsque nous avons associé l'activité d'une cellule de lieu à une stimulation de récompense durant le sommeil, celui-ci, à son réveil, a préféré se rendre dans cet endroit. Lorsque l'on utilise les mêmes critères de quantification que pour la partie faite durant l'éveil, on peut voir que cette fois encore, l'animal au réveil va passer 5 fois plus de temps dans le champ de lieu de la cellule que précédemment. Nous avons donc ainsi pu montrer qu'une préférence de place avait été créée artificiellement durant le sommeil par notre interface cerveau-machine. Il nous restait à essayer de mieux comprendre quel type de mémoire on avait pu créer ainsi pendant le sommeil. 2 hypothèses s'offraient à nous. La première est que l'animal au réveil va se déplacer aléatoirement dans l'environnement, puis se rendre par hasard dans le champ de lieu de la cellule. La cellule va alors s'activer et lui rappeler l'association qui a été effectuée durant le sommeil, ce qui correspondrait plutôt à un conditionnement. L'autre hypothèse serait que l'animal, une fois introduit dans l'environnement, va avoir déjà en tête le souvenir de ce qui s'est passé durant la nuit, cette association artificielle, et va alors décider de se rendre dans le champ de lieu de la cellule pour y chercher cette soi-disant récompense. Pour répondre à cette question, nous avons observé les trajectoires fines de l'animal à son réveil.
Il faut préciser que pour la quantification de l'exploration, nous faisions ceci par essais successifs d'1 minute. Et vous pouvez voir dans ce cas-ci les 4 essais qui ont été faits au réveil de l'animal. Dans chacun de ces essais, vous pouvez voir, notamment durant les premiers, que l'animal va se rendre de façon quasiment directe dans le champ de lieu de la cellule. On a pu analyser cet effet en regardant le temps de la première entrée dans le champ de lieu par l'animal. Et pour chacun des animaux utilisés, on a vu une forte réduction de ce temps passé pour aller pour la première fois dans le champ de lieu de la cellule. Ces résultats semblent nous indiquer que ici, l'animal, lorsque l'on l'introduit dans l'environnement, va donc avoir la volonté de se rendre dans le champ de lieu, ce qui correspond à un comportement dirigé vers un but, signe d'une mémoire complexe qui aurait été créée durant le sommeil. En conclusion, on a donc pu, par cette étude, apporter différents résultats sur le rôle des cellules de lieu dans la représentation de l'espace. Et notamment, on a pu passer de résultats de type corrélatif, où on voyait une corrélation entre l'activité d'une cellule de lieu et la position de l'animal dans l'environnement, à des liens de causalité. En effet, durant le sommeil, on a associé les potentiels d'action d'une cellule de lieu à une récompense. Au réveil de l'animal, on a pu voir cette fois une association entre le champ de lieu de la cellule, entre l'expérience réelle d'un lieu et une récompense. On a donc pu permettre ainsi de substituer l'expérience réelle du lieu par la seule activité de cette cellule, nous montrant un rôle causal de ces neurones dans la navigation spatiale. De plus, on a pu également montrer que ces cellules de lieu, durant le sommeil, gardaient la même information spatiale que celle qu'ils avaient durant l'éveil, prouvant ainsi qu'il s'agissait bien d'une réactivation spontanée de l'information qui avait été vécue par l'animal durant l'éveil. Et enfin, on a pu montrer qu'il était possible, durant le sommeil, de créer des mémoires complexes qui pouvaient conduire à un comportement dirigé vers un but. En plus de ces résultats sur la navigation spatiale, notre étude peut apporter un nouveau regard sur de potentiels traitements des chocs post-traumatiques. En effet, dans notre étude, on a pu rendre un lieu neutre appétitif, c'est-à-dire que l'animal le voyait comme neutre et tout d'un coup décidait d'aller préférentiellement à cet endroit. Or, le choc post-traumatique, c'est une association pathologique entre un lieu, un événement, et une valence émotionnelle négative. On se demande donc aujourd'hui s'il ne serait pas possible d'utiliser notre protocole afin d'inverser une valence émotionnelle négative, ou du moins de la réduire pour la rendre neutre. À ce titre, on va donc désormais aujourd'hui essayer, durant l'éveil d'abord, de créer les conditions d'un choc post-traumatique. Pour cela, on va associer l'activité d'une cellule de lieu, cette fois à des stimulations aversives dans une autre zone du cerveau, la zone périaqueducale, qui est impliquée dans les processus de peur. Une fois que l'animal aura donc une aversion pour cette partie de l'environnement et ne décidera donc plus de s'y rendre afin de l'éviter, on essaiera durant le sommeil d'utiliser exactement le même protocole que précédemment pour réverser cette aversion négative et ainsi réduire ce souvenir pathologique qu'il peut avoir de cet endroit. Je tiens à vous remercier de votre attention et également à remercier tous les membres de l'équipe, ainsi que Laure Rondirect, directrice de l'équipe Sésame, qui était ma co-directrice de thèse, et particulièrement Marie Lacroix, présente ici, avec qui j'ai réalisé l'ensemble de ces travaux. Merci. Des questions? Ici, il va à gauche. Oui. Ah, j'ai plusieurs questions. Oui. Pardon. Alors, Henri Corne, et puis Non, non. on va venir vers Eva. Voilà. C'est à moi. J'ai plusieurs questions à vous poser. La première, si je comprends bien, vous nous dites que vous dérivez une cellule et avec ça, vous obtenez tout un comportement. Oui, alors, C'est bien ça le message? c'est ça le message. En réalité, ce que là, je n'ai pas eu le temps de vous préciser, c'est que, mais Karim avait déjà un peu introduit, cette représentation de l'espace, elle ne se fait pas uniquement par une cellule. Sinon, il serait impossible pour nous de coder et de se souvenir de tous les endroits qu'on a pu faire. Elle se fait par ce qu'on appelle un codage en population. Justement, c'est la question à laquelle je voulais venir. Alors, justement, pour ce qui est du codage en population, si on part par exemple de cet exemple ici, donc on va vouloir associer, dans notre cas, le neurone numéro 4 aux stimulations appétitives. Ce neurone, lorsque l'animal se déplace dans l'environnement, il est associé à l'activité des neurones 2 et 3, et en réalité à une multitude d'autres, mais qu'on n'est pas forcément capable d'enregistrer. Oui. Nous, le neurone 4 qu'on va utiliser, on l'utilise un peu comme le sommeil de l'iceberg en réalité. Puisque au moment des ripples, lorsque surviennent ces réactivations durant le sommeil, il a été observé que ce n'était pas uniquement une cellule de lieu ou une trajectoire, mais tout un ensemble de populations,
et que les neurones qui déchargeaient ensemble durant l'éveil, donc ici les neurones 2, 3 et 4, maintenaient leur corrélation, c'est la corrélation de cette activité durant le sommeil. Ainsi, au moment des réactivations, lorsque nous, on observe l'activité du neurone 4, c'est en réalité toute la population qui code pour cet endroit qui va être réactivée. Et donc, on suppose, même si il est difficile de le prouver, puisqu'il faudrait qu'on enregistre une multitude de neurones, que le neurone qu'on utilise est en fait associé à toute la population qui code pour cet endroit. Et c'est donc durant le sommeil, toute cette population qu'on a associée aux stimulations appétitives. Oui, alors, je suis très étonné d'entendre ça. Bon, c'est très intéressant, mais dans l'interface cerveau-machine habituelle, tel qu'il est connu chez le singe ou même chez l'homme, on dérive un grand nombre de cellules. Les signaux sont injectés dans l'algorithme qui les traite mathématiquement. Il y a toute une série d'opérations qui impliquent des kernels, enfin toute une série de choses. Et c'est ce signal qui va être injecté en rétroaction de nouveau dans le robot ou dans la machine. Ce que j'arrive pas à croire qu'avec une cellule, vous avez... Enfin, j'aimerais bien le voir. En fait, je serais très intéressé de voir ça. Ce résultat permet de renforcer l'hypothèse selon laquelle ce serait bien des réactivations de toute l'assemblée cellulaire, parce qu'effectivement, il serait difficile de croire qu'avec un neurone, on pourrait driver un comportement. Mais qu'un neurone en soit le phare, ça me surprend beaucoup. Oui, tout à fait. Mais le neurone qu'on a pris, en réalité, aurait pu être n'importe quel autre neurone correspondant à cette population. Mais comment est-ce que vous traitez l'algorithme ? Quel algorithme, quel code vous utilisez ? Alors, justement, par rapport aux interfaces cerveau-machine dont vous parliez, qui sont utilisées chez le singe, nous, on avait deux limites par rapport à ça. La première, c'est le nombre de neurones enregistrés, qui nécessite un grand nombre d'électrodes. Et vu qu'on faisait cette étude chez la souris, la place sur la tête nous limitait par rapport à ça. La deuxième, c'est le temps de traitement de l'algorithme, puisque une grande population de neurones nécessite de pouvoir identifier ces neurones, les séparer les uns des autres, pouvoir tous les détecter que c'est bien cette population, et déclencher la stimulation. Ce qui fait qu'en réalité, avec un délai tel que celui-là, qui serait plutôt de l'ordre de la centaine de millisecondes, notre stimulation n'arriverait pas au moment de la décharge et de la réactivation, mais 100 millisecondes plus tard. Or, nous, on a uniquement placé un seuil au voltage sur nos voies d'enregistrement. C'est donc un algorithme très simple qui permet d'observer que dès que le signal dépasse ce seuil, vous utilisez un seuil au voltage Oui. sur notre enregistrement. Oui. Et ce seul seuil nous permet d'observer que dès qu'un potentiel d'action survient sur cette voie d'enregistrement, c'est le neurone qui est actif. Ça nécessitait une limite en amont, c'est que nous devions avoir sur une seule de nos voies d'enregistrement une seule cellule de lieu. Bon. J'espère que vous m'inviterez à Henri, arrête. J'ai bien compris. Vous l'invitez dans votre laboratoire. D'accord. Après, il aura d'autres questions. J'ai une deuxième question très brève. Oui. Est-ce que vous avez les mêmes résultats? Excuse-moi, mais Eva Pébé-Verroula, Yves Quéré veulent également parler. Il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer. Tu iras les voir. Voilà. Le patron après répondra. Moi, c'est une question beaucoup plus basique. Je me demandais quelle était la durée de vie durée de vie d'un souvenir artificiel et comment elle se comparait à un vrai souvenir. Alors, nous, ce qu'on a observé, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, la quantification se faisait durant différents essais successifs d'1 minute. Et on a pu voir qu'il y avait une extinction du souvenir après le réveil de l'animal. C'est-à-dire que durant les premiers essais, il va y aller, et y aller relativement directement. Mais puisqu'il observe qu'il n'y a pas de récompense à cet endroit, il va cesser d'y aller. Ce qui est exactement le cas lors d'un apprentissage classique. Donc ça nous a permis également de valider que la trace mnésique, le souvenir qu'on avait créé durant le sommeil, était relativement semblable à celui qu'on pouvait créer dans un apprentissage classique, où l'animal reçoit une récompense à un endroit. Dès lors qu'on arrête de lui donner la récompense, il va arrêter relativement rapidement de se rendre à cette localisation. Excusez-moi, pour une question d'ordre, je voudrais tout de même donner la parole à Yves Quéré, qui l'a demandé depuis quelque temps, et après je vous la redonnerai. Voilà. Merci pour cet exposé passionnant. Ai-je bien compris du premier exposé que le cerveau enregistre mieux juste avant le sommeil que loin du sommeil? Et si tel est le cas, alors est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire l'école le soir et non pas le matin? Alors,
effectivement, pour ce qui est des réactivations des cellules de lieu, donc des réactivations des trajectoires spatiales, il a été observé que l'animal réactivait majoritairement ce qui avait été fait dans une période proche de l'endormissement. Donc, pour ce qui est d'apprentissage de cartes spatiales, ça semble laisse dire qu'il faudrait les apprendre avant de se coucher. On peut supposer que c'est le cas pour les cours, mais aucune étude n'a été faite là-dessus. Voilà. Allez-y. Utilisez le micro, s'il vous plaît. Le comportement des 5 animaux était-il le même, quelle que soit la durée du sommeil? Quelle que soit la durée du sommeil? Oui. Pour les 5 animaux, J'imagine qu'entre les animaux, il y avait des variations entre les durées de sommeil. Alors, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'à partir du moment où l'animal s'endormait, on déclenchait l'interface et au bout d'1 heure, on réveillait l'animal. Donc à chaque fois, il y avait seulement 1 heure de sommeil durant lequel l'interface était utilisée. Ce qu'il était possible, c'est que l'animal se réveille à un moment durant le sommeil. Dans ce cas-là, on coupait l'interface. Mais on n'a pas vu de différence sur tous les critères qu'on a observés de comportement entre les animaux qui pouvaient être liés à des différences durant le sommeil. Madame, et puis ensuite, je redonnerai la parole au directeur de thèse. Allez-y, madame. Madame Patelou-Monique, je tenais à vous remercier très sincèrement d'avoir organisé cette journée qui est très riche. Je félicite tous les intervenants et j'espère que vous disposerez des moyens pour continuer vos recherches dans un très bref délai. Je voulais savoir si vous avez pu faire un état comparatif dans un domaine autre, c'est-à-dire il y a 15 ans, je participais avec, exemple, l'Institut des hautes études de sécurité intérieure à la reprogrammation mentale avec le Québec, avec le Canada, pour que les enfants ne puissent pas garder en souvenir, c'était très grave, puisqu'il y en a qui c'était pendant la guerre, ils n'ont pas eu le droit de garder le souvenir ni de leur religion, ni des lieux. Donc c'est une reprogrammation mentale. Et pour actuellement, dans le cadre de la délinquance, justement, les reprogrammer, c'est un mot qui paraît une insulte en France, mais au Canada, ça a l'air d'être très bien utilisé. Je suis très néophyte en la matière, mais est-ce que vous pourriez nous donner des précisions et savoir si vous faites des travaux en commun là-dessus? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de travaux en cours que je sache dans l'équipe sur ce type de thématique. Et nous, on a vraiment fait cette étude dans le cadre de la navigation spatiale et d'essayer de mieux comprendre également comment on se représentait l'espace et est-ce que ces cellules de lieu, dont on les connaît depuis 30 ans, mais on n'avait pas encore le rôle causal, on voulait vraiment se rapprocher de ça. Donc, ce n'était pas tellement une étude pour essayer de se rapprocher de la reprogrammation mentale, que ce soit une insulte en France ou pas. C'était vraiment fondamentalement, c'était vraiment fondamentalement pour mieux comprendre les mécanismes de consolidation de la mémoire de façon générale durant le sommeil et de représentation de l'espace et de navigation spatiale. Donc, je ne suis pas forcément le plus à même de vous donner des informations là-dessus. Intéressé pour cette mise en commun de moyens. Attendez, madame, je vais redonner la parole maintenant à son directeur de thèse qui avait envie de faire quelques commentaires sur les différentes questions. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Donc c'était juste un petit commentaire par rapport à l'utilisation des interfaces cerveau-machine en comparaison par rapport à ce qui est fait chez l'homme et chez les singes. Très souvent, c'est utilisé pour refaire des mouvements, donc des mouvements des bras ou des mouvements qui ont un grand nombre de degrés de liberté. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'algorithmes assez compliqués et d'un grand nombre de neurones pour couvrir tous les degrés de liberté. Ici, on est dans un environnement à 2 dimensions, donc l'environnement spatial, ce qui limite énormément les besoins en termes de quantité de neurones. Petit mouvement, petit algorithme. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. Et vous allez recevoir une médaille. Félicitations.